Salut à tous, on est reparti pour Gathering Storm tome 2. Donc c'est l'attaque conjointe des forces démoniaques de Khorne et de Slaanesh, menée d'un côté par Skarbrand et de l'autre côté par le masque de Slaanesh, mais tout est chapeauté par Slaanesh, étant donné que Skarbrand se fait simplement manipuler. On lui a promis de venir, compétitivité, comment ça s'appelle ce mot con? Je sais pas, je trouve pas le terme. D'être en compétition entre Slaanesh et Khorne, venir compétitionner. J'ai pas le mot, c'est grave, mais je m'arrête pour ça, je sais plus. Et d'être mis en compétition pour savoir qui c'est le dieu le plus badass. Est-ce que c'est Khorne? Est-ce que c'est Slaanesh? Je ne sais pas. Bon, on continue. Non, c'est pas le 1er avril, mais allez, comme ça je vous mets un peu de fun dans ce début de vidéo. Mais on a Skarbrand qui croit être venu pour savoir qui c'est le démon le plus balèze. Est-ce que c'est Khorne? Est-ce que c'est Slaanesh? Et en fait, le masque de Slaanesh, elle, simplement, son but, c'est de venir utiliser en fait la force de Skarbrand, qui, a priori, est une des seules créatures démoniaques qui est capable de casser les sauts de protection du portail Warp qui est présent sur la planète d'Ursulia, mais comme bien sûr lui dire simplement tu veux pas casser ce portail pour qu'on puisse aller sur Bieltan. D'ailleurs c'est même surprenant parce qu'au final, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Parce que si on promet à Skarbrand d'attaquer directement le vaisseau monde de Bieltan, je pense qu'en fait il serait partant. Et c'est vrai que là, au final, je vois même pas pourquoi, si ce n'est pour le plaisir narratif de dire que le masque de Slaanesh manipule les autres. Parce que c'est Slaanesh et ça c'est intéressant, même si ça ressemblerait plus à du Tzeentch, on est bien d'accord. C'est vrai que ça aurait pu se passer directement. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont sur la planète d'Ursulia, qui est une planète exodite, et ils sont là pour le massacre. Le masque de Slaanesh, elle, regarde du coin de l'œil un petit peu en haut parce qu'elle sait que la lame du vent, c'est le nom qu'on donne à la force de Bieltan, va venir attaquer, va mordre à l'hameçon qui lui est donné de venir protéger en fait ce monde joyau. Et simplement, c'est le massacre qui va avoir lieu, qui va permettre à un moment donné, mais c'est quand même très retors en fait. C'est vrai qu'à force de l'avoir lu, quand on se met un petit peu de recul, on se dit c'est quand même très retors parce qu'au final, juste en fait à un moment donné peut-être insulter Skarbrand, ça suffirait peut-être pour déchaîner sa rage et puis pour qu'il casse les sauts de protection du portail bien utilisés. Il n'y a même pas besoin d'utiliser les forces de Bieltan, mais en même temps tout ce qui est en fait ce qui peut être intéressant aussi, alors en fait au final dans ma réflexion on peut le voir encore plus loin et on peut se dire l'intérêt c'est de venir amoindrir, dégraisser un peu la lame du vent de Bieltan avant qu'on fasse l'attaque. Parce que sur le vaisseau monde, forcément, ils vont être plus à leur aise, ils vont être chez eux, ils vont se battre en terrain connu. Alors que si on peut en dégraisser une partie à l'extérieur du vaisseau monde, c'est peut-être pas plus mal. Donc, l'attaque des Eldar arrive, bien évidemment, immanquablement. Toujours comme d'habitude, la façon de se battre de Bieltan, c'est de privilégier dans un premier temps l'attaque éclair avec des troupes, alors on pourrait dire aéroportées, mais en tout cas Falcon portées, Wave Serpent portées, et en tout cas avec une grosse utilisation des châssis anti-graves. Donc c'est ce qu'on appelle la Cloud Strike en fait. Donc vous avez des Falcons qui transportent en fait les guerriers de Bieltan, et beaucoup de guerriers aspect chez Bieltan qui peuvent venir directement alors on imagine de l'orbite ou directement d'un autre endroit. D'ailleurs c'est vrai ils peuvent directement être utilisés comme vaisseau de débarquement. C'est marrant parce que je me pose des tas de questions. Plus je vous raconte l'histoire, plus je me pose des questions. Je me dis est-ce que les vaisseaux, les croiseurs des Eldari arrivent et puis en fait balancent les Falcons directement depuis l'orbite? Je sais pas en fait, on n'en a jamais parlé. Est-ce que les Falcons ont des capacités? Alors ils ont des capacités à voler un petit peu comme des sortes d'avions, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on se dit mais alors s'ils peuvent le faire, pourquoi le font-ils pas tout le temps et pourquoi après ils se contentent d'être un char antigrave, un petit peu à l'image des je sais pas comment ça s'appelle, des répulsors ou des choses comme ça qui sont cantonnés à flotter à quelques centimètres du sol et peuvent pas aller plus haut, alors que les Falcons ont cette capacité, les Wave Serpent ont cette capacité, les Prismes ont cette capacité, voilà. En tout cas, ce qu'ils vont utiliser dans un premier temps, c'est la technique d'assassinationnage je sais pas, je perds les mots. Faut pas enregistrer des vidéos le matin, ça c'est un peu compliqué, mais les techniques d'assassinat, tout simplement. Pardon, je suis désolé, mais
Bon, on peut rigoler un peu ou pas? Ouais, on est là pour rigoler ou pas? Ou là pour être super sérieux? Hein? Bon, les gars, sérieux. Sérieux, on est sérieux ou on est sérieux? Bon. Donc, attaque sur les... alors, c'est une attaque qui marche très fortement sur des armées mortelles, c'est-à-dire cibler les troupes, enfin cibler les généraux, mais en fait, assez étonnamment, ça marche aussi sur les forces démoniaques. Et en fait, comment on va reconnaître un démon qui est un peu plus d'un rang un peu plus élevé que les autres? C'est dans son ornementation, c'est-à-dire que physiquement, les démons portent sur eux leur rang, un peu comme les humains avec, je sais pas, mettre des médailles ou des choses comme ça. Eh bien, les démons, plus ils sont influents, plus ils ont de bijoux, plus ils ont de caractéristiques qui se rapprochent de leur dieu tutélaire. Donc forcément, taper les plus gros, ça marche bien. Donc ce qui se passe, c'est qu'on assiste à toute une pluie en fait étoilée, c'est tous les lasers à impulsion, les canons stellaires qui tirent sur les troupes les plus voyantes, les plus bling bling, et qui sont en général justement les chefs. Le but, c'est de désorganiser les forces démoniaques et de profiter de ça pour compenser l'infériorité numérique, parce que Biel-Tan, comme toutes les forces, et encore Biel-Tan, c'est une des moins pires, hein. C'est un des vaisseaux mondes les plus peuplés et les plus guerriers. Donc c'est vraiment difficile pour les Eldar de faire jeu égal avec des forces assez populeuses, et ils doivent vraiment tirer le maximum de leur technologie, le maximum des frappes éclairs et le maximum de leur supériorité normalement tactique sur le champ de bataille. On va voir que ça a vite ses limites. Ensuite, eh bien, une fois que cette première attaque a été faite, eh bien, forcément, on ne peut pas tout gérer de façon aérienne. Et en fait, les Eldar vont commencer à faire des débarquements avec des troupes très spécialisées. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous allez avoir une très belle vision de la façon dont combattent en fait les guerriers aspects, la lame du vent de Biel-Tan en l'occurrence, mais on peut facilement l'exporter à toutes les forces Eldari. Et c'est pour moi le gros intérêt de la vidéo, c'est voilà, d'avoir cette vision sur comment se bat un cadre d'Eldar qui est assez différent d'un corps d'armée un peu plus traditionnel, de la vision qu'on peut avoir sur typiquement les escouades tactiques Space Marine, parce qu'elles sont moins spécialisées, du fait elles remplissent beaucoup plus de rôles, et de fait, eh bien, on les retrouve un petit peu tout le temps. Donc on est une escouade tactique qui va faire du combat au corps à corps, du tir de soutien, du désengagement, enfin beaucoup de tactiques, alors que là, chez les Eldar, eh bien, c'est beaucoup plus spécialisé. La tactique Eldar, elle se met en place, fort heureusement aussi, sur le champ de bataille en fonction des formations ennemies. Donc on a le Tark milléniel qui mène justement cette attaque dans le compartiment blindé de son Falcon, et il voit que la porte obsidienne, qui est bien sûr l'objectif des démons, et ça ils le savent, hein, c'est aussi pour ça que Biel-Tan est venu pour protéger en fait cette zone-là, doit être protégée. Maintenant, il pense que les démons n'ont pas la force suffisante pour briser en fait les sceaux de protection, mais malgré tout, pour maintenir cette porte le plus protégée, il va ordonner d'attaquer les démons qui sont proches de cette zone-là. Alors, quand les attaques se forment, dans un premier temps, on a les Falcons qui arrivent avec des tirs de laser à impulsion. Sans doute que c'est l'arme, alors en termes de jeu, c'est l'arme qui tirait le plus loin. Est-ce que du coup c'est aussi le cas? Je pense, on peut l'imaginer. Ensuite, vous allez avoir les intercepteurs Nightshade qui sont beaucoup plus rapides et qui eux viennent attaquer aussi avec leur laser à impulsion tous les démons. Première cible, c'est les Soul Grinders. Les Soul Grinders, c'est les seuls qui ont un armement anti-aérien capable de détruire les forces des Eldar qui sont dans le ciel pour l'instant et qui sont en train d'encercler. C'est là aussi on peut se dire que les démons ont sûrement même des grosses défaillances de combat aérien en fait. Ils n'ont pas de système très efficace pour détruire les aéronefs, et forcément cette première phase du combat, elle est très à l'avantage des forces Eldari qui peuvent pilonner directement depuis le ciel en faisant des passages les forces ennemies. Alors malgré tout, on nous dit qu'un tir chanceux réussit à abattre un Nightshade, mais les autres réussissent sans grande difficulté à tout esquiver. Alors c'est là où on se dit c'est quand même un petit peu étonnant que les démons finalement soient pas
plus préparés à cette attaque aérienne, parce que au final, si on s'aperçoit vite que les démons, typiquement de Slaanesh, c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les listes, de ce qu'on a, nous, en fait, de l'existence des démons, bah, c'est vrai que si vous restez un petit peu en hauteur et que vous les pilonnez de loin, ils vont pas faire grand-chose, hein, les démons. Et là, c'est ce qui se passe. Les Nightshade réussissent à détruire la plupart des Soul Grinders et il n'y a plus de défense anti-aérienne. Donc les démons se rendent compte de ça et en fait ils commencent à s'énerver tous ensemble parce qu'ils ont cette frustration. Bien sûr ils ne peuvent pas atteindre les pilotes qui sont dans les aéronefs. Ensuite apparaissent d'autres véhicules et on va avoir des prismes de feu. Les prismes de feu avec leur capacité de charger en fait leur laser, ce sont ceux qui vont créer le plus de dommages. Donc là pense raisonnablement qu'ils sont là pour dégraisser complètement l'armée. Une fois qu'on a ciblé en fait les démons les plus influents, on va aller attaquer la masse et là c'est là où les prismes de feu vont faire le meilleur travail. Alors la technologie Eldar aussi elle est beaucoup basée sur, au-delà de l'esquive, être caché. Donc vous avez des holochants qui permettent en fait de brouiller l'image visuellement des choses. Alors après là aussi, on peut se dire, est-ce que du coup les démons n'ont pas une capacité native à voir plutôt les âmes des êtres vivants plutôt que simplement visuellement, vous voyez, plutôt que parce que le côté physique des photons, vous voyez, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, fonctionne très bien. Attends, alors là, je viens de penser à un truc de fou, c'est que je suis pas sûr que dans le Warp, le principe visuel fonctionne en fait, parce que c'est quelque chose d'extrêmement physique. Vous avez un photon qui est envoyé contre un atome et qui est renvoyé avec une longueur d'onde précise, ce qui fait une couleur, ce qui fait une forme, etc. Et au final, tu te dis, mais dans le Warp, ça devrait pas exister. Donc au final, tous les démons du Warp ont une vision qui se base sur autre chose que la vision physique. Donc forcément, les holochants qui troublent la vision parce que les Falcons, les prismes de feu sont cachés un petit peu derrière les arbres, derrière les nuages, ça ne devrait pas avoir d'incidence. Mais en tout cas, bon, voilà, ça a une incidence. Bon, allez, faut pas réfléchir trop loin, hein, des fois, c'est pas fait pour réfléchir trop loin, c'est pas de la science, c'est juste pour rigoler. On est d'accord ? On est d'accord. Non, c'est sérieux le lore, c'est sérieux le lore. Donc, cette étape-là, on peut se dire, mais en fait, les Eldar, il va y avoir no match parce que forcément, ils vont continuer à les pilonner de distance. Les démons peuvent pas se rapprocher, ils peuvent pas attaquer en l'air, donc en fait, ils vont se faire complètement massacrer. Eh bien non. Pourquoi ? Parce qu'on a l'arrivée justement de Skarbrand. Skarbrand arrive attiré par le massacre, parce qu'en fait, les serviteurs de Khorne, ils sont attirés par le massacre, que ce soit le massacre des adversaires ou le massacre de leur propre force. En fait, ça plaît aussi bien à Khorne. Enfin, Khorne se moque complètement de la provenance en fait du sang et des crânes. Donc si c'est ses propres forces démoniaques, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc Skarbrand est attiré par cet endroit-là et va apparaître comme une sorte de boule de feu qui se matérialise. Et alors, j'ai du mal quand même à visualiser cette scène-là, mais en apparaissant du ciel, il crée un carnage qui détruit l'escadron. Hein, et on nous dit, il percute violemment l'escadron. Donc après, peut-être que les appareils étaient extrêmement proches, à portée d'hache du buveur de sang, mais c'est un petit peu étonnant. Toujours est-il que sa seule arrivée va changer complètement la donne, parce que alors, je vous le raconte, mais j'y crois pas moi-même, hein, mais c'est un peu difficile, ça, ce passage-là. Du coup, les Eldar vont passer à terre, en fait. Le reste du combat va se passer à terre, parce que Skarbrand est arrivé à détruire un escadron de volants. Donc c'est là où c'est assez étonnant, surtout qu'en plus, on sait même pas, peut-être que c'est simplement des Falcons qu'il a détruit et pas les intercepteurs Nightshade. J'ai quand même du mal à croire qu'ils puissent détruire, ou alors peut-être qu'il y avait que 3 intercepteurs Nightshade, peut-être que c'était une force extrêmement réduite et que lui a réussi à avoir les 3 d'un coup dans un beau geste cinématographique, et que forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que les Falcons ont une capacité à rester en mode avion courte dans le temps. Donc forcément, ils arrivent sur Terre, et là, les démons peuvent s'en donner à cœur joie. Donc malgré tout, les Eldari, ils ont cette capacité à être extrêmement rapides. Hein. La lame du vent, ça porte bien son nom. Donc on va avoir, je vais vous raconter l'envers du décor. L'envers du décor, c'est justement vous montrer un petit peu toutes les unités Eldari, la façon dont elles combattent. Donc forcément, maintenant qu'on a parlé des Falcons, des prismes de feu, des Nightshade, on les met de côté et ils vont plus intervenir dans le reste de la bataille. Ce qui est un petit peu dommage, parce que au final, alors ça fait un peu étalage catalogue du rôle tactique
des différentes unités. Donc ça, pour le coup, c'est bien, mais c'est vrai que raconter dans ce contexte-là, on se dit, mais attends, mais pourquoi les prismes de feu ne tirent plus? Pourquoi les Nightshade n'y refont pas un passage? Et ainsi de suite, comme ça, vous verrez pour chaque type d'unité. On commence avec les Wind Rider, donc ça va être les motojets, qui sont évidemment extrêmement rapides, et avec les réflexes des Eldar, eh bien c'est une arme redoutable. Alors on nous dit que c'est extrêmement redoutable, et peut-être que contre de simples mortels, ça aurait pu suffire, cette rapidité, cette célérité, mais contre des adversaires tels que les démonettes de Slaanesh, qui sont des êtres surnaturels extrêmement rapides eux aussi, eh bien ça ne suffit pas. Et en fait, on a les Seekers qui sortent et qui viennent avec leur langue choper en fait les cavaliers Wind Rider, les mettre à terre, et en fait, ils se font rouler dessus par les chars de Slaanesh avec les rouleaux, et ils sont complètement déchiquetés. Ce qui fait qu'on peut imaginer que toute cette force rapide de Wind Rider a été mise complètement en défaut par la cavalerie elle-même de Slaanesh. Alors, ensuite, vu qu'on a eu cette première victoire au sol, eh bien l'autarque milléniel voit que c'est le moment de déployer ses troupes d'élite. Ces troupes d'élite, c'est une centaine de guerriers aspects de différents temples qui vont prendre en tenaille de chaque côté, bien sûr, les forces des démons. Donc ils débarquent tous de Wave Serpent. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit coup de vague d'énergie des Wave Serpent, ça c'était quelque chose d'assez emblématique du temps jadis. Là, bon, il n'y a pas ça, mais en tout cas, on s'en sert pour débarquer les troupes, et les premières troupes qui vont entrer en action, elles ne sortent pas des Wave Serpent, ou alors peut-être un Wave Serpent qui était justement en l'air, ce sont les Swooping Hawk, les éperviers voltigeurs, comme ils sont appelés maintenant. Et eux arrivent directement du ciel. Alors, étant donné que leur couleur encore une fois, se mélange un peu avec les nuages, les démons ne les remarquent pas tout de suite. On peut commencer à se dire que les démons, ils sont pas très, très forts, encore une fois, dans la lutte anti-aérienne, et ils lâchent leur chapelet de grenades, des grenades à plasma qui détonnent et qui annihilent un peu toutes les défenses. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les canons de cornes, moi je les voyais pas comme une arme anti-aérienne, en tout cas pas très efficace comme une arme anti-aérienne, mais se mettent en position pour justement lutter contre ces éperviers voltigeurs. Et c'est le moment où les araignées spectrales arrivent, se matérialisent juste derrière les canons et envoient leur monofilament pour démembrer et réduire en charpie ces canons-là. Les démonettes, voyant ça, vont essayer de fondre sur justement les araignées spectrales qui se retéléportent, c'est le système des frappes éclairs, par des petits bonds à travers le warp, et elles se trouvent cueillies en fait par les araignées spectrales. Je bifurque contre les deux noms, Warp Spider, araignées spectrales, voilà, bon. Et en fait, ils se retéléportent et hop, ils les détruisent à nouveau. Donc là, il va y avoir une attaque frénétique des démonettes de Slaanesh qui se mettent à crier vengeance, et forcément ça attire l'attention en fait des araignées spectrales qui les détruisent assez facilement, mais étonnamment, eh bien en fait le corps des démonettes, quand il se démembre, il est juste coupé, un petit peu comme si c'était de la guimauve, il n'y a pas du tout d'effusion de sang. Voilà, alors je sais pas pourquoi c'est précisé, peut-être que c'est précisé pour peut-être attirer l'attention sur le fait que évidemment les démons n'ont pas, enfin moi ça me fait me poser la question de les démons, est-ce qu'à l'intérieur ils ont des os, des organes, ce genre de choses, ou est-ce que comme c'est juste la matérialisation d'une forme de pensée, est-ce que c'est pas juste en fait à quoi ça ressemble l'intérieur d'un démon? Et autant on peut imaginer que pour Khorne, je me suis dit, il a envie de sang et de crâne et d'os, donc forcément les sanguinaires, les démons de Khorne à l'intérieur, il doit y avoir du sang, etc. Mais je me suis dit, et c'est peut-être le sens de cette phrase-là, c'est que pour Slaanesh, comme c'est pas très important, que c'est au contraire, même c'est pas beau, c'est peut-être pas esthétique pour lui, le sang, les os, il a envie que l'intérieur des démonettes soit le plus beau possible et peut-être complètement lisse, et comme une sorte de guimauve. Voilà, bon, c'est peut-être, je sais pas, si vous avez d'autres avis sur la démonologie sur l'intérieur des démons, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, eh bien, ce qui s'est passé, c'était que les démonettes qui sont venus attaquer les araignées spectrales, c'était simplement une diversion. Une diversion parce que alors qu'elles criaient pour attirer justement l'attention des Warp Spider, un coup en français, un coup en anglais, eh bien les autres démonettes arrivaient discrètement, à pas de velours, et sont venus les prendre à revers. Et là, on a beaucoup d'araignées spectrales qui se font complètement démembrer, il n'y en a que quelques-unes qui réussissent à se téléporter pour échapper au massacre.
Maintenant, étant donné qu'elles n'ont pas pu achever toutes les araignées spectrales, et bien les démonettes commencent à se disputer entre elles, à essayer de se crêper le chignon. Et c'est le moment que choisissent les Dark Reapers, donc les faucheurs noirs, pour attaquer. Alors eux, ils sont dans une position un peu dominante, ils sont dans un arbre avec une sorte de ponton, une construction, donc c'est les constructions des exodites qui étaient là sur cette planète-là et qui vont prestement massacrer l'ensemble des démonettes qui étaient en train de... Alors peut-être juste un passage que je trouve étonnant, c'est qu'on nous dit que les démonettes en fait se mettent à couvert derrière des champignons, bon, peu importe champignons, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu étonnant que des démonettes se mettent à couvert, parce que ce sens de la préservation de la vie, alors oui, tactiquement c'est intéressant, évidemment, l'adversaire vous tire dessus, vous n'avez pas de moyen de l'atteindre, oui, il faut vous mettre à couvert, mais je me suis dit, est-ce qu'un démon serait cette pensée-là de préserver en fait sa propre vie? Je sais pas, en tout cas peut-être chez Slanesh, pourquoi pas, chez Khorne certainement pas, et voir un démon de Khorne se mettre à couvert, enfin déjà il y a quelque chose, il y a un truc qui pour moi n'irait pas du tout. Alors si on continue, eh bien on a les Seekers, vous savez les cavaliers de Slanesh qui eux ont complètement détruit les Wind Riders, tout à fait, les motojets, et l'autarque milléniel, voyant ça, eh bien, va utiliser encore une fois la mobilité des Wave Serpents pour faire décharger toute une escouade de vengeurs sur une ligne qu'avaient choisi en fait les Seekers pour aller attaquer justement les Dark Reapers. Et bien sûr, là cette fois-ci, leur rapidité n'est pas suffisante pour contrer la salve de carabines des carabines shuriken en fait des vengeurs, et la plupart se font déchiqueter. Et là, il y a un passage, moi, qui me, quand tu réfléchis bien, tu te dis c'est fou que ça arrive. Faut pas oublier que on a affaire à une race comme les Eldar, qui est extrêmement compétente, qui s'est surspécialisée dans un domaine, à savoir les Vengeurs, donc l'aspect du Vengeur, donc c'est-à-dire le combattant assez aguerri qui va utiliser la catapulte Shuriken. Voilà, ça c'est leur spécialité. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ils rechargent tous en même temps leurs armes. Bon, et de fait, les cavaliers survivants en profitent pour les attaquer au corps à corps et en démembrer pas mal. Ok, alors il y a plusieurs choses qui vont pas. Première chose qui ne va pas, c'est que quand vous connaissez un peu le lore des Eldar, vous savez que les Eldar, ils sont pas tout le temps en train de recharger leurs armes. Alors c'est peut-être pour ça, hein, c'est jamais arrivé, mais en fait là, ils sortent du Wave Serpent, ils attaquent, et en fait, ils doivent recharger. C'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi ? Parce que ce qu'ils envoient, c'est des shurikens monomoléculaires, et il y a beaucoup de couches de molécules dans un chargeur qui fait ça. Et en fait, techniquement, ils n'ont pas besoin de recharger. Alors on a cette notion très humaine, très cinématographique de « je recharge, couvre-moi ». Mais en fait, pour les armes des Eldar, il ne devrait pas y avoir ce système de rechargement. Ou certes, oui, forcément, la quantité de matière qui découpe pour envoyer en shuriken est finie. Donc forcément, il y a un moment donné où il va falloir recharger. Mais à mon avis, forcément, ils sont capables de tirer très longtemps sans avoir besoin de recharger. Ça, c'est la première chose qui ne va pas. Deuxième chose qui ne va pas, c'est que vous avez une escouade de, imaginons, 10 vengeurs qui arrivent. Feu! Ils font tous feu en même temps et ils rechargent tous en même temps. Ce qui fait qu'ils se retrouvent tous sans la couverture du tir au même moment. C'est neuneux. C'est neuneux. Et pour des guerriers surentraînés d'une race supérieure, faire une erreur aussi grossière, c'est quand même un petit peu difficile à imaginer, un petit peu difficile à croire. Mais pourquoi on vous dit ça ? C'est parce que ce qui se passe ensuite, c'est que l'exarque vengeur, lui, est là pour arrêter justement l'attaque au corps à corps. Alors c'est vraiment pour le mettre en avant et pour dire qu'il a une utilité. Et c'est pour justifier tous ceux qui se disent « Mais justement, pourquoi dans une escouade de 10 vengeurs avec catapulte shuriken, il faut un spécialiste du corps à corps ? Ça n'a aucun sens. » Eh bien regardez, voilà, le sens, il est là. C'est parce que à lui seul, il va stopper avec son bouclier, évidemment son bouclier miroitant, qui est son arme spéciale. Il va stopper en fait les attaques des forces de Slanesh, et avec son épée, bien sûr, qu'il va utiliser, il va réduire en charpie tous les attaquants qui étaient là au corps à corps. Donc c'est pour ça que vous avez au sein de une escouade de vengeurs un exarque équipé corps à corps. Voilà, c'est pour ce type de passage, quand évidemment tous les vengeurs tirent d'un coup, et ensuite ils ont tous leur chargeur vide au même moment. Et du coup, le temps qu'ils rechargent, et sachant que ça doit prendre des heures de recharger leurs armes, voilà. Bon,
Voilà, ça c'était un passage qui était un petit peu, je trouve, extrêmement artificiel sur montrer que vous avez un exarque à l'intérieur. Ensuite, ce qui se passe, c'est que voyant que certains des Vengeurs se sont fait massacrer, vous avez toute une série de Fire Dragon et Dragons de Feu qui arrivent pour réduire en charpie les chars qui allait être la deuxième vague, parce que alors que les Seekers se sont fait détruire, eh bien vous avez les chars de Slaanesh qui viennent, et là bien sûr l'exarque avec son épée, avec son bouclier, il va pas suffire à arrêter ça. Donc vous avez les Fire Dragon, et les Fire Dragon avec leurs armes, eh bien sûr vont détruire complètement ce qui reste des chars de Slaanesh. Et là on peut se dire quand même que le combat il tourne vraiment à l'avantage des forces Eldar, parce que voilà, hormis Skarbrand qui a été très efficace, bon, on a perdu quelques araignées spectrales, mais il ne faut pas oublier que les Swooping Hawks n'ont pas encore été du tout attaqués. Bon, certes, on a perdu aussi les Wind Riders, ça c'est aussi les deux pertes, mais vous avez encore pas mal de Vengeurs, vous avez des Warp Speeders qui se sont échappés, vous avez les Dark Reapers qui sont encore en position, les Swooping Hawks vraiment, eux, dominent le ciel, et comme en fait ils vont faire que du combat au ciel, et que on a perdu chez les démons les capacités à se défendre contre les attaques aériennes, et ben ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Le cas des Dark Reapers, il va être réglé par justement un des Orish, c'est-à-dire un des démons Slaanesh qui pilotait un des chars, et bien il réussit, alors que son char est détruit, à s'esquiver et furtivement arriver sur la position des Dark Reapers, et facilement, au corps à corps, alors il a le temps d'en détruire 4, avant de recevoir un coup de pied qui le fit chuter en contrebas. Voilà, bon ça c'était le combat au corps à corps des Dark Reapers, donc 4 morts et un coup de pied. Donc voilà, bon on peut imaginer que voilà les squads de Dark Reapers, alors je pense que il doit y avoir cette notion de malgré, parce qu'à un moment donné on dit une centaine de guerriers aspects, etc. Peut-être qu'on va dire qu'il y a que à chaque fois 5-6 membres de chaque temple aspect. Voilà. Alors on n'aura pas non plus tous les temples aspects de représenter, mais en tout cas voilà, le combat continue. Donc vous avez aussi, parce que là on a vu beaucoup les démons de Slaanesh, mais les démons de Khorne aussi sont en train de se battre et d'attaquer justement les positions au cœur de la mêlée. Et le Tark Milléniel eh bien, avait prévu justement cette contre-attaque, et tout simplement va utiliser sa mobilité avec les Wave Serpents pour ordonner à ses guerriers aspects de se retirer. Parce que forcément, on a la première salve des dragons de feu qui a été très très violente, mais si on imagine qu'il y a une horde qui se dirige vers eux, ils ne sont pas faits pour lutter contre les hordes de démons, donc forcément, il va y avoir un repli. Et c'est ce qui se passe, et là on se dit, bah très bien, ça c'est la technique d'attaque des Eldari, de la lame du vent de Biel-Tan, c'est d'arriver très fort à un endroit, de faire très mal, et puis après d'esquiver toute contre-attaque. Et là, on se dit, ça c'est l'art de la guerre, c'est très beau, c'est exactement ce qu'on attendait. Et en fait, on a le masque de Slaanesh qui, elle, voyant ça, eh bien, se retrouve extrêmement frustrée et en colère, parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est que justement le combat soit pour la porte d'obsidienne, et que les forces des Eldari se battent à terre pour cet endroit, pour que justement Skarbrand s'en mêle et qu'il puisse casser la porte, sans que lui-même sache qu'il doit casser la porte, hein, mais voilà. Mais elle aime bien se donner des défis, hein, c'est comme ça le masque de Slaanesh, elle aime bien se donner un petit peu des défis. Et donc on a Skarbrand, lui, justement, est en train de se battre, et en fait, il voit la plupart des forces Eldar s'échapper, et forcément, eh bien, il va s'en prendre à ses propres troupes. Parce que lui, une fois qu'il plonge dans le massacre, il veut du massacre, et comme il voit en fait que les guerriers des Eldar s'enfuient, eh bien il faut continuer ce massacre, il n'a pas envie de s'arrêter là, donc forcément il est en train de démembrer les propres démons de Khorne, pour donner toujours plus de sang à Khorne, et il va forcément se tourner vers d'autres endroits. On a un endroit, on nous dit, où eh bien, il y a des rangers Eldar qui sont en train de détourner un peu l'attention de certains démons, alors même si ils réussissent assez mal, parce que la plupart se font tuer, comme il reste en fait cette poche-là, le masque de Slaanesh se dit que Skarbrand va forcément être attiré par cet endroit-là, et ça va l'éloigner de la porte d'obsidienne. Donc il faut qu'elle trouve un plan, quelque chose pour réattirer les Eldar sur cet endroit-là. Et comme de par hasard, eh bien ça se trouve extrêmement bien qu'on a des Psykers Eldar qui sont en train, on peut imaginer que c'est des archontes, qui sont en train de se battre pas très loin. Donc ce qu'elle fait tout simplement, c'est qu'elle les attaque, elle les tue, et en fait, elle va crier en prenant en fait les pierres esprits, et elle va les avaler. Et en fait,
le but, c'est d'attirer l'autarque milléniel. Et l'autarque milléniel, voyant ça, eh bien, il change d'avis. Ouais, c'est ça. Il succombe à la colère. Parce que le fait de voir les amis mortels des Eldar se faire aspirer par le masque de Slaanesh, eh bien, ça le fait sortir de sa tactique. Et il se dit, très bien, laissons tomber la subtilité. Laissons tomber la seule technique valable parce qu'on est en infériorité numérique et ce qui nous faisait à coup sûr gagner. On va aller attaquer de face, pleine balle, et du coup, il demande à ses forces de faire demi-tour et d'attaquer pour éliminer le masque de Slaanesh. Bon, là aussi, hein, être autarque, c'est quand même avoir... Alors, un autarque, c'est quelqu'un qui a extrêmement... et à un niveau de folie, d'expérience du combat. Donc, c'est quelqu'un qui, en plus, possède le sens tactique le plus élevé. Donc, on peut imaginer qu'on est sur le top de ce qu'on peut trouver chez les Eldar en termes de gestion tactique. Et c'est cet autarque milléniel, simplement on mange 2-3 pierres esprits, alors il y a peut-être ses potes dedans, hein, je peux comprendre, mais ça suffit à lui faire briser toute sa tactique qui était pour l'instant gagnante, parce que hormis les quelques pertes qu'on a eues, alors on peut avoir surtout vraiment les Wind Riders, quelques araignées spectrales, quelques Dark Reapers, c'est quand même pas fou. Et là, en fait, toutes les troupes qu'il a réussi à sauvegarder, qui étaient prêtes à faire un deuxième passage et à continuer à, comme ça, chirurgicalement, tel qu'on nous l'a expliqué, faire du combat tournoyant autour des forces démoniaques, surtout qu'ils ont le domaine du ciel rien que pour eux, étant donné que les seules défenses anti-aériennes des démons se sont fait détruire, eh bien, parce qu'ils voient 3 pierres esprits se faire avaler. Alors, je sais pas, on imagine que tous les autres qui se sont fait déchiqueter, non, ça c'était pas grave. Par contre, manger une pierre esprit, ah non, ça c'est pas du respect. Donc, il retourne. Face au combat. Donc ça, c'est pareil, je veux bien, mais je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas qu'un autarque fasse passer sa colère, parce qu'il y a 3 pierres esprits qui sont mangés, avant la sauvegarde de toute sa force de combat, de toute son os de combat et toute la tactique. Et le seul avantage qu'ils ont est juste vaporisé, parce que bon là, il s'énerve, il fait demi-tour. Bon allez, je vous lis quand même la justification. Méliniel avait observé avec horreur les âmes des 3 psycheurs être dévorées au sommet de la porte d'obsidienne. La fureur de Ken coulait dans ses veines. Voilà, bon il est soumis à Ken. Et dans sa précipitation motivée par le désir de se venger du masque, l'autarque commanda son propre escadron de se diriger vers la porte d'obsidienne, plus d'autres unités qui sont venus attaquer. C'est là que le chef d'armée ennemi s'était rassemblé non seulement les démons de Slaanesh, mais aussi un Bloodfeaster balafré, bon c'est Skarbrand, dont l'aura de vent éthérique attirait vraiment l'attention millénienne, pensait qu'en concentrant ses forces, il serait en mesure de porter un coup fatal à l'ennemi, tout en vengeant les âmes précieuses qui venaient d'être englouties par l'assoiffé. Privées de chef, les hordes de démons seraient faciles à briser et peut-être même qu'elles s'entretueraient, comme Latriel l'avait suggéré. Alors malgré tout, les forces qui restent pour les Eldar sont quand même colossales. On a encore ces prismes de feu qui n'ont pas été détruits et qui vont réintervenir et vont concentrer en fait leurs tirs sur Skarbrand. On a des rangers qui vont concentrer aussi leurs tirs de sniper sur le masque de Slaanesh qui danse sur la porte d'obsidienne, juste au-dessus du saut de protection. Alors après, on peut aussi se dire, ok, alors si c'est un saut de protection contre les démons, comment un démon peut-il danser dessus ? On met ça de côté, on va dire que c'est juste quelque chose qui permet de protéger l'intégrité structurelle de la porte d'obsidienne. Et ce qui se passe, c'est que la concentration de feu de toute l'armée Eldar sur ce point-là va venir à bout de la majeure partie des forces démoniaques, à l'exception du masque de Slaanesh, qui, malgré tous les tirs, comme il s'est gavé en fait de la force spirituelle des psycheurs, résiste. Et Skarbrand, qui, alors que les explosions sont visibles depuis des kilomètres, des dizaines de kilomètres à la ronde, va résister quand même. Alors, il a bien sûr arrêté son massacre, il est plus ou moins paralysé, mais en fait, il sent qu'il va se faire envoyer dans le Warp. Et la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de trouver comment tuer encore plus. Et ce qui reste autour de lui, c'est uniquement le masque de Slaanesh. Donc voyant le masque de Slaanesh, il déchaîne en fait toute sa rage, toute sa colère et toute sa frustration sur la chose la plus proche, le masque. Il envoie ses 2 haches
Massacre et je sais plus comment ça s'appelle, Massacre et Mort, enfin je sais plus, il y a des noms sur ces deux haches. Et en fait, le masque esquive, petite pirouette, et toute la force de Skarbrand est envoyée directement sur le sceau de protection de la porte d'obsidienne, et ce qui suffit bien sûr à le briser, parce que c'était la seule force quasiment dans la galaxie capable de le briser. Le masque de Slaneš a réussi à mettre la bonne force au bon endroit, le bon outil Skarbrand sur la bonne serrure, cette porte d'obsidienne, et voilà, la protection est détruite, et directement, eh bien, le portail Warp s'ouvre, et en fait, c'est là où Millennial prend conscience de sa stupidité, en fait. Il pensait vraiment que c'était impossible et que cette porte d'obsidienne était suffisamment bien protégée, et en fait, là, il se rend compte à quel point il a été naïf, et à quel point il s'est fait berner par le masque de Slaneš qu'il a attiré dans ce piège. Et en fait, il sent que eh bien, voilà, les forces du chaos vont pouvoir s'infiltrer directement. Enfin, il sait que la porte vers le cœur de Biel-Tan est ouverte, et que ça peut signer tout simplement l'arrêt de mort du vaisseau de Biel-Tan. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et bien maintenant, il n'a plus vraiment le choix, donc il voit que eh bien, le masque de Slaneš s'engouffre dans ce passage, Skarbrand lui aussi s'engouffre dans ce passage pour aller à sa suite, et en fait, tous les démons qui sont encore là, alors on se rappelle qu'ils ont tous été vaporisés dans une grande distance autour, mais en fait il y en a quand même plein qui continuent à avancer. Ouais, j'aime bien des fois révéler comme ça les petites incohérences, et en fait, eh bien, ça force l'Autarque à concentrer ses tirs pour essayer d'empêcher le plus de force possible de passer. Et là, il n'est plus question justement de s'enfuir, de faire des attaques tournoyantes et ainsi de suite. Là, il est vraiment question de lutter pour empêcher le plus de démons possible de passer dans ce passage warp, parce que forcément, plus il y a de troupes qui vont passer, plus le vaisseau monde va être en péril. Le cœur lourd, Millennial comprit qu'il ne pourrait remporter au mieux qu'une victoire à la Pyrrhus. La porte d'obsidienne était toujours aux mains de ses ennemis, et de plus en plus de démons de Slaneš profitaient de l'assaut renouvelé des démons de Khorne pour se glisser par le portail sans être inquiétés. Et donc forcément, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de détruire la porte. Voyant qu'ils ne peuvent pas arrêter en fait le flot continu de démons qui commence à s'amalgamer, forcément, ils ont tous été attirés par le massacre. Étant donné qu'il y a eu un énorme massacre, et bien, ils apparaissent de plus en plus. Et bien, l'Autarque prend la décision de détruire cette porte d'obsidienne. Alors, on nous dit que c'était pas possible de le faire avant parce que justement, il y avait ces sceaux de protection qui empêchaient sa destruction matérielle. Là, maintenant, les sceaux ayant sauté, eh bien, voilà, il ordonne avec un ordre de bref de détruire cette porte d'obsidienne. Et la lame du vent, eh bien, s'enfuit, laissant ce monde d'Ursulia aux mains des démons, parce que il y a autre chose en jeu maintenant. Il y a directement leur propre vaisseau monde qui va être menacé. Donc voilà, ce qui était intéressant, encore une fois je dis dans cette bataille, c'est de voir un peu comment se battent les Eldari, avec vraiment les différents guerriers aspects qui vont chacun avoir leur rôle bien défini, et la complémentarité des différentes unités qui est redoutable. Le seul problème, aucun plan de survie au contact de l'adversaire, et aucun plan ne devrait être mené par un autarque qui est aussi sentimentaliste, hein. Voilà, à 3 pierres esprit, on jette toute la stratégie, toute la tactique qu'on a pu mettre en place. C'est quand même un petit peu dommage, mais en même temps, c'est ce qui permet à l'histoire d'avancer, parce que sinon, voilà. Alors après, il y a quand même pas mal d'incohérences, hein, je les ai relevées tout au long de la vidéo. On peut même se demander comment les démons ont pu activer aussi ce portail warp, parce qu'en fait, le portail warp, alors certes, il a des sauts de pureté des sauts de protection qui l'empêchent d'être forcé, mais après il y a aussi tout un système où c'est pas juste vous casser la protection et hop, la porte s'ouvre. Il n'y a pas juste un verrou, il y a aussi un portail warp. Au-delà de ça, il n'est pas toujours actif, c'est-à-dire qu'il faut peut-être dans d'autres romans, en fait, typiquement Génopère, là, dernièrement, on voit bien que les portails warp des Eldar, eh bien, il y a toute une cérémonie à mettre en place pour les déclencher. Il suffit pas de casser le verrou et puis après, tac, c'est parti. Surtout que ce verrou-là est indépendant en fait du fonctionnement du portail. Il est juste là pour protéger l'intégrité structurelle du portail. Donc voilà. Bon, allez, c'est pas très grave. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que Skarbrand est vraiment ultra résistant, parce qu'alors qu'il se prend
l'ensemble des Eldar. Il réussit à survivre, c'est pareil, les vrais héros ne meurent jamais. Skarbrand c'est un héros de Khorne, le masque de Slaanesh, héros de Slaanesh, voilà, donc forcément ils ne décèdent pas, même si ce sont des démons, voilà, ils ont certes une capacité d'encaisser les choses, mais vous voyez, alors que enfin, je trouve que le masque de Slaanesh, à un moment donné, vous voyez, quand on l'a vu se battre avant contre Ivren, eh bien, elle était en péril, juste pour un combat à l'épée, alors que quand il y a toute une force qui tire dessus avec toutes les armes dont il dispose, bah voilà, elle réussit à... C'est pas très grave, hein, elle réussit à esquiver tout ça. Enfin, on peut imaginer que, au bout d'un moment, il y a tellement d'explosions et d'énergie déchaînée que c'est pas parce qu'elle esquive qu'elle va... Enfin, vous voyez, si vous avez... Enfin, je sais pas si vous avez une petite grosse bombe qui explose, vous avez beau esquiver, voilà, je pense que ça va rien changer. Bon, peu importe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de voir du combat Eldar, du combat démoniaque, c'est sympa parce que ça change aussi hein, du combat tactique Space Marine comme on l'a vu jusqu'à présent. Là, au moins, on a des forces un peu différentes qui s'affrontent et puis bah, c'est des grands ennemis, hein, Eldar d'un côté, démons de l'autre. Donc, la porte est ouverte vers Biel-Tan. Je vous rappelle que le titre du livre c'est La fracture de Biel-Tan, donc ça on va le voir justement dans les chapitres prochains. Si ça vous a plu, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir de vous abonner, comme ça YouTube vous suggère en fait les vidéos. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir comme d'habitude avec le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires comme ça. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes toujours un petit peu choqué par des choses qui vous semblent un peu étranges, ou alors est-ce que vous arrivez à vous laisser bercer en fait par le récit. Moi je pense que c'est ça mon problème entre guillemets, c'est que je réfléchis trop en fait sur ce que je suis en train de lire, et des fois je me dis oh laisse-toi juste bercer en fait par le narratif, parce que c'est vrai que c'est assez sympathique, mais moi j'ai besoin quand même toujours, vous voyez, de cette consistance, de cette réalité où d'ailleurs on se dit oui mais pourquoi il fait ça en fait, pourquoi l'autarque va contrevenir à son plan méticuleusement préparé juste parce qu'il est énervé. Il n'est pas censé gérer ses émotions. En plus, enfin au-delà de ça, en plus un Eldar, naturellement, il est entraîné à lutter contre ses émotions, parce que justement, sinon il va retomber dans l'excès, et c'est tout l'intérêt de suivre les voies. Et quand on a un autarque, je rappelle qu'un autarque, il a fait plusieurs temples aspects, et qu'il a vraiment une vision très très grande. Enfin voilà, je trouve ça incroyable qu'on en arrive là, mais après vous me direz, bah, en fait non, c'est complètement réel, parce que quand vous voyez que des personnalités du monde réel arrivent à des positions extrêmement haut placées dans l'échelle planétaire et font des choses où vous dites mais c'est un peu stupide quand même. Finalement, non, finalement, on est très bien. On est dans la réalité historique avec Warhammer 40 000, donc c'est très bien. Voilà, je m'arrête là. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, salut, bye.